L'innovation technologique peut-elle sauver la planète? Je pense que cette idée, c'est la première idée qui vient quand on commence à prendre conscience du problème justement lié au réchauffement climatique. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement résoudre le problème avec la science comme on l'a fait depuis des années? C'est vrai, on avait des problèmes de santé, on a créé des médicaments. On voulait aller plus vite, plus loin, on a créé la voiture, l'avion. Pourquoi pas cette fois-ci? L'idée que la science peut résoudre tous nos problèmes, c'est une des idées les plus répandues. En effet, elle n'est pas très contraignante, car elle ne nous implique pas dans notre quotidien, et elle est très médiatisée. Elle semble donc être un choix de prédilection. Concrètement, cette idée, elle repose sur le monde scientifique. On suppose que le monde scientifique va venir résoudre tous les problèmes créés par l'humanité. Il nous suffit donc simplement d'attendre que les problèmes se résolvent. Mais est-ce que cette idée est vraiment réaliste? Est-ce qu'elle pourrait vraiment, à elle seule, la science, résoudre tous nos problèmes ou presque? Pour essayer de répondre à cette question, je vais prendre des exemples. Je vais montrer les points positifs, les points négatifs, et ensuite on essaiera de faire une conclusion vis-à-vis de tout ça. Tout d'abord, prenons un exemple simple, qui nous touche au quotidien, la voiture électrique. Est-ce que la voiture électrique va donc vraiment résoudre le problème de la voiture à essence qui pollue beaucoup? C'est une solution de plus en plus développée. C'est vrai, ce serait intéressant. Une voiture électrique, elle remplace entièrement la fonctionnalité de notre voiture à essence, et hop, le problème est résolu. On peut continuer à utiliser la voiture comme maintenant. Bon, la voiture électrique comporte quelques différences par rapport à la voiture à essence. On pourrait notamment parler de l'autonomie, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. On va vraiment parler concrètement de l'impact sur l'environnement et de la différence qu'il y a entre une voiture électrique et une voiture thermique. Alors la production d'une voiture électrique, ça émet plus qu'une voiture thermique. Une voiture électrique, c'est 6 tonnes équivalent de CO2, alors qu'une voiture thermique, c'est 3,7 tonnes. Par contre, à l'utilisation, il n'y a pas photo. Une voiture électrique émet environ 2 tonnes de CO2, alors qu'une voiture thermique, elle, en émet plus de 18. Au bilan final, pour 150 000 km roulés entre une voiture électrique et une voiture thermique, la voiture thermique, elle pollue 2 fois plus. Donc oui, la voiture électrique, c'est une bonne solution pour diminuer le CO2 que l'on émet lors de son utilisation. Bon, par contre, on ne prend pas ici en compte l'extraction des métaux, par exemple, pour les voitures électriques, qui va davantage fragiliser la biodiversité, contrairement à une voiture thermique. On a également des batteries en lithium qui ne sont pas toujours faciles à recycler pour les voitures électriques. On va se retrouver encore donc à nouveau avec des déchets produits derrière une fois que la voiture électrique, en tout cas particulièrement la batterie, ne sera plus utilisable. On a également l'impact du poids qui va beaucoup jouer sur les voitures, mais si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille notamment la vidéo de Le Monde qui traite de ce sujet, je vous la mettrai en description. Bon, comme on l'a dit, bien qu'on diminue nos émissions, mais le problème il existe toujours. On émet certes 2 fois moins de CO2, mais déjà on émet toujours du CO2, et on a d'autres défauts sur certains points qu'il va falloir gérer. On crée un problème un petit peu différent, en tout cas on déplace le problème, mais le problème ne disparaît pas. Parlons d'une deuxième avancée technologique qui semble prometteuse, l'avion à hydrogène. On l'appelle aussi l'avion vert, on en entend de plus en plus parler. En effet, l'aviation est un secteur qui émet particulièrement des émissions de CO2, notamment lors de son utilisation. Ce serait vraiment pertinent de pouvoir diminuer les émissions qu'il fait au quotidien. Donc la principale solution, c'est de changer son carburant. On passerait donc du kérosène à l'hydrogène. L'hydrogène, lors de son utilisation, n'émet pas de CO2. C'est intéressant. Mais du coup, concrètement, ça donne quoi cette solution? C'est réaliste? Ça peut se faire? Alors pour l'instant, on s'accorde pas trop sur ce point. En effet, pour alimenter uniquement l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, il faudrait actuellement plus de 16 centrales en fonctionnement pour fabriquer l'hydrogène nécessaire à faire voler les avions. 16 centrales, des centrales nucléaires ici, c'est conséquent. C'est une énergie colossale que nous n'avons pour l'instant pas à disposition. Et si nous l'avions, est-ce que ce serait le plus pertinent de la mettre donc dans la fabrication d'hydrogène pour avion? Et puis ici, il ne s'agit pas seulement de faire de l'énergie, il faut faire de l'énergie propre, de l'énergie verte, qui émet peu de CO2 lors de sa production. En effet, si par exemple on se met à faire de l'hydrogène avec des centrales à charbon, par exemple, pour faire 1 kg d'hydrogène avec une centrale à charbon, eh bien on va émettre plus de 17 kg de CO2. Donc au final, au niveau de l'utilisation, au niveau des émissions de CO2, on sera supérieur à la simple utilisation du kérosène. Donc ici, à moins de fabriquer uniquement de l'hydrogène à partir d'énergie verte, la solution ne semble pas pertinente. En plus de ça, remplacer toute la flotte aérienne demanderait de refaire à nouveau plein de nouveaux avions. On va de nouveau extraire de nombreuses ressources. Bon, encore une fois, cette solution, on voit bien qu'elle permet, en tout cas possiblement, de diminuer nos émissions. Pour quelques avions, elle sera logiquement possible à mettre en place. Remplacer complètement, c'est compliqué,
En tout cas, on ne peut pas rester au même stade qu'on l'est actuellement. La solution, elle a des points positifs, elle peut un peu améliorer la situation, mais à nouveau, elle ne va pas complètement éliminer le problème. Bon, en parlant d'énergie, on va parler d'une solution qui toucherait justement à ce domaine de l'énergie. La fusion nucléaire. Ça se veut très prometteur, on en parle assez souvent, c'est aussi assez médiatisé. Est-ce que la fusion nucléaire, cette source d'énergie qui nous semblerait infinie, pourrait résoudre nos problèmes énergétiques? Alors cette technologie, elle vise à faire fusionner un noyau de deutérium et un noyau de tritium pour ensuite récupérer l'énergie émise lors de cette réaction et ensuite produire de l'électricité. La fusion nucléaire, elle a plusieurs avantages, contrairement à la fission nucléaire actuellement utilisée en France. Elle utilise de l'hydrogène qu'on peut trouver à l'infini, on va dire vraiment sur Terre, on en a à disposition sans problème, contrairement à l'uranium actuellement utilisé dans les réacteurs à fission. Elle produit moins de déchets nucléaires, encore un problème en moins. La solution semble parfaite, mais encore une fois, on a de nombreux freins physiques à la création de centrales à fusion. En effet, mettre en place la fusion nucléaire, c'est très complexe. On a de nombreux facteurs physiques qui nous bloquent actuellement. La recherche continue à avancer, mais elle avance doucement. Et visiblement, ce ne sera pas pour tout de suite. On a de nombreux critères comme par exemple la température qui doit atteindre plusieurs millions de degrés, ou la pression qui doit être 100 fois, 150 fois supérieure à celle que l'on a à l'atmosphère. D'après les experts, il faudra encore plusieurs dizaines d'années pour voir le premier réacteur à fusion naître quelque part sur Terre. Il produira encore peut-être peu d'énergie pour les premières versions avant de s'améliorer, mais en tout cas, il ne faut pas compter tout de suite sur cette solution pour résoudre le problème climatique. Peut-être qu'on ne va pas avoir le temps de l'avoir avant de subir des changements drastiques de notre quotidien. La création de nouvelles centrales prendra un certain temps et il faudra de grands investissements de nombreux pays pour arriver à alimenter entièrement le monde grâce à la fusion nucléaire. Alors si on n'arrive pas à diminuer nos émissions de CO2, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement récupérer le CO2 avant qu'il s'échappe à l'atmosphère et par exemple le stocker? C'est le but d'un certain processus chimique, pas uniquement, qui vise à capter le CO2 par exemple qui sort des usines, le mettre sous forme liquide et ensuite le transporter facilement et par exemple le mettre sous terre, comme ça, plus d'effet de serre, c'est pratique. Alors actuellement, ces procédés, ils sont pas du tout rentables financièrement. On a différentes phases de test, ils essaient à différents endroits, mais en fait, récupérer le CO2, le mettre sous forme liquide, puis le transporter, tout ça déjà, ça coûte de l'énergie. Et financièrement, c'est pas très intéressant. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous parler de technologies du quotidien qui pourraient nous toucher, ou en tout cas qui ne nous semblent pas trop lointaines. C'est vrai que certains projets, comme le fait de mettre des miroirs tout autour de la Terre pour éviter que le soleil rentre sur la Terre et réchauffe, j'en ai pas parlé, je me suis pas attardé parce qu'ils me paraissent trop loin et trop peu réalistes. Bon, si on récapitule, il existe de nombreuses technologies pour nous aider à réduire nos émissions de CO2. Il est indéniable qu'elles seront utiles pour les prochaines années pour diminuer nos émissions. Mais on voit bien qu'elles ne résolvent pas complètement le problème. La plupart des solutions ne font que déplacer justement la problématique. C'est un levier qui est intéressant mais pas suffisant pour pouvoir complètement nous sortir d'affaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rajouter des précisions qui vous sembleraient pertinentes en commentaire. La prochaine vidéo portera sur l'État et les entreprises peuvent-ils nous sortir de la crise environnementale.